Il est 18h30, nous sommes en Alsace, donc je vous propose de commencer à l'heure. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Sébastien Soubiran, je suis le directeur du Jardin des Sciences. Je suis joyeux, très content de pouvoir inaugurer ce nouveau cycle de conférences, Epic Époque en particulier. Voilà, il y a une dizaine de jours, on a commencé nos conférences du lundi à 15h30 et là, on reprend les cycles du jeudi soir à 18h30 au planétarium. Voilà, ravi de retrouver des têtes familières aussi. Je ne vais pas parler très longtemps. Donc ici, vous êtes au Jardin des Sciences, dans le planétarium, dans ce quartier culturel qui est en pleine construction, avec l'arrivée d'un nouveau cousin. Je me tourne aussi vers David, puisque nous avons réouvert le musée zoologique de Strasbourg. Pour celles et ceux qui n'y sont pas encore allés, ben, je vous invite à y aller. Ça y est, il est ouvert depuis le 19 septembre. Il y a pas mal de monde, mais ça reste tout à fait acceptable en termes de conditions de visite. Donc n'hésitez pas. Évidemment, je pense qu'il y aura beaucoup de monde dimanche prochain puisque c'est le premier dimanche du mois et l'entrée sera gratuite. Bon, si vous voulez tenter votre chance, pourquoi pas, mais ça sera quand même bien occupé, je pense. Mais voilà, donc pourquoi je évoque ce musée zoologique, c'était important pour nous de pouvoir proposer dans le cadre de cette réouverture, puisque le musée, c'est un partenariat entre la ville de Strasbourg, le service des musées de la ville de Strasbourg et l'université et le Jardin des Sciences dans l'accompagnement de sa rénovation. Et on souhaitait faire une thématique de ces conférences Epic Époque en lien avec ce musée zoologique et sa réouverture. Voilà, donc je vous présente David Carita, qui est l'adjoint directeur du musée zoologique, avec la fine équipe, Johan et Manon, pardon, excuse-moi Manon, j'ai toujours des trous à chaque fois que je parle, excuse-moi. On est un peu sur les rotules hein, parce qu'on a ouvert et c'était évidemment une belle aventure, mais aussi qui a nécessité une mobilisation, surtout sur les derniers jours. Voilà, on est très content de pouvoir vous accueillir et je laisse la parole à David pour qu'il vous raconte un petit peu l'esprit de cette rencontre avec le musée zoologique et bien sûr remercier nos intervenantes d'avoir accepté de participer, à Léa, toute l'équipe du Jardin des Sciences qui coordonne ces conférences et je nous souhaite un beau cycle de conférences pour l'année universitaire à venir. Merci Sébastien. Je suis très honoré d'être là parmi vous ce soir. Je suis donc, comme Sébastien l'a dit, je suis David Carita, l'adjoint de Samuel Cordier, le conservateur du musée zoologique. Et c'est vrai qu'on souhaitait rebondir sur les thématiques qui sont évoquées et les missions qui sont dans l'évocation du musée. Une des vocations du musée, c'est de sensibiliser notamment à la biodiversité. Et à travers plusieurs expositions dans le musée, on évoque cette biodiversité, qu'elle soit au niveau global ou au niveau local. Et au niveau local, il y a un sujet qu'on a choisi de traiter dans une de ces salles, c'est l'écosystème autour du Rhin. Alors, on n'évoque pas vraiment directement le réensauvagement, on évoque certains aspects de renaturation, mais c'est néanmoins l'occasion de montrer que parfois, même si on retient surtout les dégâts qu'occasionne l'homme à certains écosystèmes, il est aussi en capacité parfois de redonner vie à ces écosystèmes et que l'action de l'homme n'est pas toujours ou forcément néfaste pour favoriser la biodiversité. Donc j'imagine que vous allez évoquer tous ces sujets-là en détail. Je ne serai pas beaucoup plus long, je vous remercie et je vous souhaite tous et toutes une bonne conférence. Merci David. Très bien. Ça va, vous êtes bien installés dans la salle? Super, on peut y aller alors. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour une nouvelle saison des rencontres Epic Époque. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un cycle de conférences qui aborde des sujets d'actualité et des grands défis de société adressés par les regards croisés de scientifiques et de professionnels de différentes disciplines.
Ces rencontres ont lieu, pour celles et ceux qui nous ont rejoints en présentiel, dans l'incroyable planétarium du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. Et elles sont enregistrées, pour celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, pour être rediffusées en podcast par la suite. Donc pas d'inquiétude si vous ne pouvez pas y assister, mais ça vaut le détour quand même. La soirée sera donc disponible à l'écoute prochainement. Elle est également capturée en illustration en direct par Amina Bouagila, illustratrice strasbourgeoise, dont vous pourrez admirer le talent et cette fois-ci petite innovation de cette année. Vous verrez les illustrations progresser en direct à l'écran du planétarium sur votre droite. Voilà. Je vous propose d'applaudir et de remercier pour l'organisation de ces rencontres Bernadette Nuyen, qui est responsable du pôle Action en Territoire au Jardin des Sciences, Margot Zing, qui est chargée de programmation des conférences et d'actions culturelles en territoire, et en coulisses toutes les petites mains qui nous aident pour rendre cet événement possible, pour l'accueil, l'intégration des documents à projeter, notamment Antoine et Jean-Yves. Un grand merci à eux, vous pouvez les applaudir. Pour l'échange de ce soir, c'est moi, Eléa Eberlé, médiatrice scientifique, qui aurait le plaisir d'animer cet échange autour d'une question pour ce premier épisode qui faisait écho à la fameuse réouverture du musée zoologique. Peut-on réensauvager la nature ? Et donc, pour parler de cette question ce soir, nous avons nos deux invités du jour qui ont toutes deux beaucoup de choses à dire sur cette question. Donc, j'ai à ma gauche Léa Merkling, qui est conservatrice de la réserve naturelle nationale de la Petite Camargue alsacienne, à l'association Petite Camargue alsacienne. Et oui, ne soyez pas jaloux, en Alsace, on a aussi notre propre Petite Camargue. Ainsi que Isabelle Combrou, qui est professeure en écologie et ingénieure et en ingénierie écologique à l'université de Strasbourg. Elle est également dirigeante de l'association Rêver. Donc c'est le réseau d'échange et de valorisation en écologie de la restauration. C'est bien, j'ai juste. Et donc, vous allez pouvoir nous aider à répondre à cette question ce soir. Alors, est-ce que vous pourriez rapidement prendre la parole juste pour nous expliquer en quoi consiste votre profession, votre métier, et de quel point de vue vous allez parler ce soir ? Oui, alors mon métier, donc je le dis, professeur, en fait je suis enseignant-chercheur à l'université, donc ça veut dire que j'ai des activités d'enseignement, de recherche et puis d'expertise aussi scientifique. Donc enseignement, ça se fait auprès des étudiants, où je vais enseigner de l'écologie et donc ce qu'on appelle l'ingénierie écologique, donc comment est-ce qu'on arrive à agir un petit peu sur les écosystèmes pour améliorer leurs conditions. Ce terme-là pour l'instant, et puis on verra les termes après, il me semble. Et donc les travaux de recherche que je mène sont dans le domaine de la restauration écologique, donc restaurer des milieux naturels. Et du coup, j'apporte aussi de l'expertise sur la mise en place de politiques publiques liées à ces thématiques-là, comme par exemple la mise en œuvre de certains aspects de la stratégie nationale de la biodiversité. Ok, merci. Donc, Léa. Oui, merci. Donc moi, je suis conservatrice de la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne. Ça fait un peu écho au conservateur du musée. Donc, quand une réserve naturelle est créée, en fait, il y a une association, un gestionnaire qui est désigné. Et pour la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne, c'est une association. Donc, je travaille pour cette association et nous nous occupons de la gestion de la réserve depuis plus d'une 40aine d'années. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut qu'on définisse un peu les termes. Ce soir, on parle de réensauvagement, qui est un terme qui, je suis sûre, vous évoque plein de choses, mais qui est aussi peut-être très vague. Donc, est-ce que, Isabelle, tu peux nous expliquer ce que sous-tend ce terme de réensauvagement ? Alors, je vais peut-être un petit peu te décevoir, mais en fait, moi, je n'utilise pas ce terme de réensauvagement. Alors, il y a ce terme, on va dire rewilding en sciences, mais ce n'est pas tellement cet aspect-là qu'on va nous étudier et enseigner. Quand on parle avec des gens qui vont agir dans le réensauvagement, on est sur une petite part d'actions liées à la conservation de la biodiversité au sens très large, où on va mettre derrière ce réensauvagement l'idée d'une réorganisation un petit peu naturelle des écosystèmes avec l'aide d'espèces, et très souvent on fait référence à l'introduction de grands herbivores. Alors je dis introduction, pas forcément réintroduction, parce que parfois ce n'est pas forcément des herbivores natifs.
on fait un peu référence au fonctionnement des écosystèmes au moment du Pléistocène, mais avec des espèces qui ont parfois un peu disparu. Donc, ce n'est pas vraiment la thématique sur laquelle nous, on va travailler en restauration écologique, où là, on va avoir un objectif en restauration écologique qui est un peu plus précis, on va dire, où on souhaite retrouver un écosystème qui va présenter une structure, c'est-à-dire une composition spécifique et une organisation qui est celle qui a été détériorée par l'action de l'homme, bien entendu. Donc retrouver cette structure et retrouver aussi la fonctionnalité de ces écosystèmes et donc que ces écosystèmes puissent rendre les services qu'ils rendaient précédemment. Donc en général, on a une petite manière de représenter ça graphiquement qui est sur un axe structure de l'écosystème et fonction de l'écosystème. Si l'écosystème a été dégradé, on n'a plus la structure, on n'a plus la fonctionnalité. La restauration écologique, ce que nous on va vraiment appeler restauration écologique, c'est retrouver ce qu'on en a perdu en termes de composition d'espèces et de fonctionnalité. Si on prend l'exemple de la plaine du Rhin dont on a parlé tout à l'heure, c'est clair qu'à l'heure actuelle, on ne retrouvera pas la plaine du Rhin telle qu'elle était au Moyen-Âge, avec des chenaux entrelacés, des bancs de galets qui vont bouger à chaque crue. On n'y arrivera plus. Donc là, la restauration telle que nous on l'a définie est impossible. Et dans ces cas-là, ce que l'on peut faire, c'est essayer de rétablir le fonctionnement en, par exemple, recréant des anciens chenaux à des endroits où ils n'étaient pas forcément présents, mais avec le côté génie civil, on peut recréer des formes un petit peu qui ressemblent aux chenaux, c'est ce qu'on voit sur la diapositive ici, qui rapportent ces fonctions-là, qui créent des habitats pour des espèces d'amphibiens, par exemple. C'est pour nous ce qu'on appelle la réhabilitation. Si je devais replacer ce réensauvagement, on serait un petit peu entre les deux. On n'est pas forcément, on n'a pas les mêmes contenus d'espèces. On peut retrouver des fonctions avec d'autres espèces. C'est ce qu'on peut parler aussi parfois de nouveaux écosystèmes, où on peut tout simplement réattribuer une autre fonctionnalité à un écosystème. Et on n'est pas dans ce domaine-là. Ok, donc pour résumer, en fait, on va définir ces termes en fonction de l'objectif que l'on veut atteindre. Et nous, ça, c'est la vision de scientifique. On s'appuie sur des cas réels et en fait, on va étudier des projets qui sont réels et qui ont été faits par rapport à un objectif qui peut être un objectif de conservation ou un objectif de réparation d'un écosystème qui aurait été dégradé. Et on est là dans de la compensation écologique pure et dure, par exemple. Ok, merci. Et donc toi, Léa, comment est-ce que tu t'appropries en tant que conservatrice justement cette notion de réensauvagement? Est-ce que vous utilisez le même vocabulaire et ça veut dire quoi pour toi le réensauvagement? Oui, alors justement, comme le disait Isabelle, en fait, nous, le réensauvagement, c'est un terme qu'on n'utilise pas trop non plus, tout simplement parce qu'on est en Alsace et que les espaces sont vraiment très petits, limités, et qu'en général, ces opérations de réensauvagement, ça nécessite vraiment de très grands espaces. Donc nous, sur la réserve, on s'est un peu approprié plus le terme de restauration. Et nous, notre objectif, en fait, depuis plus d'une quarantaine d'années, c'est de redonner de la place à la nature, tout simplement, dans un écosystème qui a été très transformé. Et au fur et à mesure d'acquisition foncière, en fait, de faire ce qu'Isabelle vient de décrire, en fait, de remettre en eau des bras, des chenaux. Sur une des photos qui vous est présentée, là, on voit le secteur de l'île du Rhin. Hein. C'est un secteur sur lequel on a fait une restauration sur 90 hectares d'un seul tenant. C'était assez énorme pour nous. Et ça fait une petite dizaine d'années maintenant. Et on a recreusé, on a essayé de retrouver un ancien bras qui était là bien avant. Et on a recreusé ce bras et on a remis de l'eau dedans. Et la part de réensauvagement, en fait, c'est après. C'est quand la nature vient s'installer et qu'au fur et à mesure, les espèces s'installent. Ok. Donc, pour vous, le réensauvagement est ultérieur à la restauration de l'écosystème, c'est ça? La façon dont nous, on interprète le réensauvagement, c'est comme ça, ouais. Mais ça ne rentre pas vraiment dans la définition, effectivement, grands herbivores, grands espaces, etc., etc.
Ok. Donc, quand on parle de ces termes restauration, etc., quel type de territoire ça concerne? Sur quels espaces on va avoir ces actions de restauration, de réhabilitation et aussi dans quelle proportion? Là, on a vu un exemple de 90 hectares, c'est ça? Vous faites ça sur quelle superficie concrètement? Alors ça peut être sur des superficies beaucoup plus petites. Quand on fait ces actions de restauration, ça peut être une mare ou ça peut être un ensemble d'écosystèmes. Et la localisation peut être dans un milieu qu'on va considérer comme très naturel ou dans un milieu proche d'une ville. L'exemple que vous voyez sur la photo, on est dans l'Eurométropole de Strasbourg. On voit une photo avec de la végétation qui sort un petit peu de l'eau. Et puis, si on regarde bien, en arrière-plan, on voit des cuves qui sont des cuves de dépôts pétroliers. En fait, on est sur la zone de l'ancienne raffinerie de Reichstett, où on a une petite zone qui a été restaurée en zone humide dans le cadre de compensation écologique. Donc là, on n'est pas dans un objectif de conservation de la biodiversité, mais c'était un objectif de compenser quelque chose qui avait été dégradé ou qui allait être dégradé par un réaménagement. Et à la place d'une zone où on avait des torchères, des stockages d'hydrocarbures, eh bien on a pu, en creusant, en retrouvant le toit de la nappe et en apportant des espèces végétales locales, recréer ce milieu de zone humide. Pour la petite histoire un petit peu liée à cette notion de réensauvagement et où je ne vais pas du tout parler de grands herbivores, on a un petit peu remodelé le milieu en redonnant certaines propriétés au sol, en faisant une petite expérimentation où on a introduit non pas des grands herbivores, mais on a introduit des vers de terre. La réintroduction de ces vers de terre, c'est une technique qu'on a utilisée en restauration écologique pour redonner un petit peu de porosité, un petit peu de vie au sol. Et ça a marché sur une petite zone. Ça a été que sur une petite zone, hein, pas sur toute la zone. Mais pour revenir sur la thématique réensauvagement, je sais pas, moi, j'ai pas forcément l'impression que réintroduire des vers de terre, c'est faire du réensauvagement, mais pourquoi pas. On avait envisagé de faire une gestion de cette zone par une introduction de Highland Cattle. C'était peut-être pas non plus du réensauvagement. Le but, c'était de maintenir la zone. C'est pas d'avoir cette réorganisation. Mais à nouveau, on est sur de la restauration écologique. Et juste pour vous illustrer, que ça peut être sur des terrains très fortement dégradés. On arrive quand même à faire des choses. Donc ça peut être sur des petits territoires, très petits territoires comme des très grands. Et ça peut être partout. Et ça peut être partout. Alors partout, oui. Il y a une notion aussi d'acceptabilité sociale. Si on vous dit, ici, l'endroit où on est sur le passage d'anciens bras du Rhin, on va enlever ce beau planétarium et refaire passer un bras du Rhin. On va peut-être pas faire sa restauration écologique ici. Effectivement, ça a l'air compliqué. Et Léa, justement, dans votre cas, la Camargue alsacienne, comment ça se passe? C'est quoi Oui, alors nous, c'est un particulier parce que comme on est une réserve naturelle, en fait, il y a une réglementation qui s'applique et donc toutes les opérations qui doivent être réalisées s'inscrivent dans le cadre du plan de gestion et de la mise en œuvre de la réglementation. Donc c'est pas forcément plus simple. On a aussi un certain nombre de barrières administratives à passer pour pouvoir faire ces opérations-là, et surtout disposer du foncier. Mais après, c'est plus accepté. Après, chaque gestionnaire a des objectifs qui sont différents. Et nous, notre objectif, c'était de faire ça. Il y a d'autres gestionnaires de réserves ailleurs en France dont l'objectif, c'est pas du tout de la restauration parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous au départ. Donc nous, c'est vraiment une problématique où on avait beaucoup de terrains qui avaient été cultivés, qui ont été transformés suite aux différents aménagements du Rhin. Et l'idée, bien sûr, c'était de restaurer ces terrains-là et de relancer une dynamique. Et puis après, de donner un petit coup de pouce aussi à l'entretien. Et vous le voyez, nous, on utilise des grands herbivores, mais qui sont domestiques.
Derrière moi, il y a une photo avec des chevaux coniques qui ont été introduits justement sur le site qu'on a vu tout à l'heure, qui a été restauré de 90 hectares. Hein. Et c'est des acteurs qui interviennent dans le petit réensauvagement qu'on peut observer sur cette zone-là, hein, puisque on sait très bien que les grands herbivores drainent avec eux une certaine faune, microfaune, et tout ça est documenté et suivi par les scientifiques. Donc quand on parle de grands herbivores, là on voit des chevaux. Qu'est-ce qu'on a encore dans la catégorie des grands herbivores dans votre contexte ? Dans la réserve. Dans mon contexte, nous on travaille depuis les années 90 avec des vaches Highland Cattle dont Isabelle faisait référence tout à l'heure. Hein. Je ne vous cache pas que le bison a été un peu évoqué, un rêve un peu fou qu'on a mis mais très très loin dans le champ des possibles, très lointain, pour des raisons tout simplement techniques et administratives. Hein. Travailler avec des animaux sauvages, c'est pas comme travailler avec des animaux domestiques, ça nécessite pas les mêmes habilitations, les mêmes autorisations. Et donc, commencer avec du domestique, c'est plus simple, et puis ça enclenche une dynamique, à voir un jour si les prochains gestionnaires iront plus loin, un pas plus loin vers le sauvage. J'ai l'impression que dans cette notion de réensauvagement, et alors du coup, soit restauration, soit réhabilitation dans les termes que vous utilisez, il y a pas mal de questionnements sur la réintroduction de nouvelles espèces, justement, alors de nouvelles ou d'anciennes espèces qui étaient là auparavant, justement pour restaurer. Alors, comment ça marche quand on veut réintroduire une espèce sur un milieu desquels cette espèce a disparu ? Alors déjà, si l'espèce a disparu de ce milieu-là, il y a sans doute une raison. Très souvent, la raison, c'est que son habitat a été dégradé. Et avant même de réintroduire cette espèce, il faut s'assurer qu'elle aura un habitat suffisamment de bonne qualité et avec un espace suffisamment large pour pouvoir se développer. Donc les premières opérations, avant même d'amener sur le terrain, de faire ce qu'on appelle la translocation d'individus, c'est déjà d'améliorer les conditions du milieu. Et donc ça passe à nouveau par ce que nous on appelle la restauration écologique ou la réhabilitation, de pouvoir produire un écosystème, un ensemble d'écosystèmes, un paysage, des différents écosystèmes connectés entre eux, qui vont permettre la survie de cette espèce. Donc c'est des choses qui peuvent déjà prendre un certain temps. La nature peut être résiliente, mais il faut lui laisser un petit peu de temps. Et puis, on va aussi réintroduire une espèce qui n'était plus présente dans le milieu et qui n'avait plus les interactions avec les autres espèces présentes. Donc, il y a aussi des précautions à prendre. Alors, Léa parlait tout à l'heure d'autorisation. Oui, on va transporter aussi ces espèces. Donc, il y a des autorisations, mais parfois sur le cas d'espèces protégées, comme ça a été le cas d'une opération de réintroduction de la cistude d'Europe, donc la tortue d'Europe qui a été réintroduite dans le nord de l'Alsace, sur la commune de Lauterbourg, donc dans une zone de zone humide. On amène des individus, mais on va passer par une phase d'acclimatation. Alors c'est ce qu'on voit sur la photo derrière moi, où on a un petit peu caché dans la végétation une mare et avec des dunes aussi autour, où on réintroduit ces cistudes, mais avec une petite barrière autour pour les empêcher dans un premier temps de sortir de cette mare, pour déjà qu'elles s'acclimatent dans ce nouveau milieu, mais aussi qu'on puisse s'assurer qu'elles ne vont pas perturber l'écosystème dans lequel elles sont réintroduites. Vous allez me dire, une tortue, ça ne va pas perturber grand-chose. Oui, ça ne va pas perturber grand-chose, mais comme l'a dit Léa tout à l'heure, un animal, il amène avec lui toute d'autres espèces, une microfaune, une microflore, et elle peut amener des parasites. La cistude qui est réintroduite peut amener des parasites qui peuvent contaminer des amphibiens, des reptiles de la même zone. Donc c'est pour ça qu'on a une phase aussi un petit peu d'attente, de voir si elles ne sont pas porteuses de ces maladies avant de réouvrir et puis de laisser ces cistudes vivre leur vie dans le milieu et recoloniser le milieu. Et puis ça s'accompagne aussi de suivi, parce que on ne réintroduit pas des espèces comme ça en disant débrouillez-vous. Ces réintroductions, c'est aussi de l'argent public, hein, donc
il y a aussi un petit peu le devoir de suivre ce que devient cet argent public et de faire en sorte que cet argent soit dépensé efficacement et de pouvoir, si c'est possible, améliorer au cours du temps cette réintroduction. Peut-être remodifier des caractéristiques du milieu si on se rend compte qu'il manque peut-être un milieu humide à un endroit, il manque peut-être une dune de ponte à un autre endroit par exemple. Donc c'est quelque chose qui va bien au-delà de juste réintroduire une espèce. Ok. Est-ce que vous avez des exemples à la petite Camargue d'espèces que vous avez réintroduites, peut-être des succès, des échecs, des difficultés? Comment ça s'est passé chez vous? Oui. Alors, historiquement, c'est vrai que c'est pas c'est pas très porteur cette thématique de réintroduction pour les gestionnaires d'espaces naturels. Nous, dans notre secteur, on avait vraiment une problématique par rapport à certaines plantes protégées nationales, l'iris de Sibérie par exemple, qui n'étaient pas dans le périmètre d'origine de la réserve, qu'il fallait absolument protéger et sauver. Et donc, cette plante-là a été réintroduite dans les milieux qui avaient été protégés à l'origine de la réserve. Ça a très bien marché. On a des exemples sur d'autres plantes qu'on a essayé de sauver aussi sur la réserve et ça n'a pas marché. Donc, comme le disait Isabelle, il y a un certain nombre de facteurs, de pratiques qui évoluent dans le temps et les milieux changent tout le temps et qui font que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est pas évident pour tout le monde de s'expliquer le pourquoi du comment. Et le travail sur le milieu, vraiment, c'est aujourd'hui ce qui est pour les gestionnaires d'espace le plus important. Hein, parce que quelque part, des fois, on bénéficie d'opérations de réintroduction qui sont faites ailleurs. Hein. Derrière moi, vous avez une photo d'un castor qui fréquente la réserve naturelle. Ce n'est pas nous qui avons fait les réintroductions, mais il y a un gros travail qui a été fait sur le Rhin. Il y a des réintroductions qui ont été faites en Suisse. Et progressivement, le castor recolonise, à travers notamment le Rhin, les milieux naturels qui sont de nouveau en état de l'accueillir. Donc il y a des choses qui se font, des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. C'est pas toujours si simple que ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de la recherche pour nous aider et nous accompagner sur ces phases-là préalables et pendant et surtout après pour nous aider à bien continuer à suivre ces expériences quand elles ont lieu sur nos espaces. Alors, il y a beaucoup de gens qui considèrent que cette réintroduction d'espèces, c'est peut-être de l'interventionnisme. Comme tu disais tout à l'heure, Isabelle, si les espèces ont disparu, c'est pour une raison. Du coup, est-ce que c'est pas vain de réintroduire une espèce? Et est-ce que on joue pas aux apprentis sorciers en remettant des choses qui finalement ont disparu? C'était dans l'ordre des choses. Comment vous vous placez par rapport à cette question-là, interventionniste, par interventionnisme? Je sais pas qui veut commencer, mais... Oui, je vais continuer du coup. C'est vrai que je disais qu'on était assez frileux là-dessus pour l'instant, et pourtant il y a quelque chose qui fait que tout doucement, il faudrait assez rapidement qu'on se repose la question. C'est le changement climatique, avec des processus qui s'accélèrent et qui vont beaucoup plus vite, et qui font que cette thématique-là, qui pour nous était quelque chose, on n'aimait pas trop en parler, on se dit maintenant il y a quand même quelque chose, il va peut-être falloir aussi qu'on repense à certaines choses. Certaines espèces ont une capacité plus facile de recoloniser des milieux. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on ne va pas devoir passer par des migrations assistées ou ce genre de choses-là? C'est des questions que les gestionnaires d'espaces naturels se posent actuellement. Alors ce concept, on peut peut-être l'expliciter un peu, la notion de migration assistée, parce que c'est vrai que ça évoque beaucoup de choses. Je crois que c'est beaucoup appliqué dans la gestion des forêts, par exemple, le fait d'introduire des espèces qui peut-être dans le futur résisteront mieux aux conditions climatiques. Tu peux peut-être nous en parler? Oui, alors c'est beaucoup appliqué effectivement au règne végétal. En fait, les calculs ont montré que le changement climatique étant très rapide, comme tout le monde le sait, les végétaux qui sont à la base de ces écosystèmes ont une capacité de se déplacer. On a des graines de plantes qui peuvent aller sur des distances assez importantes et qui pourraient, entre guillemets, suivre les modifications de ce climat. Mais en réalité, le climat bouge beaucoup plus rapidement que la capacité de déplacement de la plupart des espèces. Donc quand on parle de migration assistée, c'est l'idée d'aider ces végétaux à suivre le changement climatique.
Alors c'est quelque chose qu'on s'interroge aussi quand on fait de la restauration écologique ou de la réhabilitation. On recrée des milieux, mais est-ce que les plantes qui sont là vont pouvoir rester très longtemps, vont pouvoir remplir la fonction écologique? Et sinon, comment améliorer l'arrivée de nouvelles espèces, remontées d'espèces vers le nord, mais aussi des remontées d'espèces vers des altitudes plus élevées, puisque ce changement climatique, on a la notion de latitude, mais aussi d'altitude. Est-ce qu'on a besoin de vraiment apporter, récolter des graines à un endroit, les apporter à un autre? Est-ce qu'on peut avoir aussi des migrations assistées un petit peu comment dire, non voulues, non désirées, mais qui vont peut-être aussi nous aider. Je fais référence notamment au fait que un moyen pour les espèces végétales de se déplacer, c'est de prendre un moyen de locomotion qui sont les animaux. Nous, on prend le train, la voiture, le vélo. Les plantes vont s'agripper sur la toison d'un herbivore, sur les pattes d'un oiseau, et vont comme ça se déplacer. Il se trouve que l'homme est aussi un animal qui peut déplacer des espèces végétales. Vous pouvez faire l'expérience, vous grattez sous vos semelles de chaussures et vous verrez que très souvent vous avez des petites graines qui sont dessous. Nous, on a fait une expérience pour voir si l'espèce humaine pouvait transporter des graines depuis la plaine d'Alsace, les contreforts vosgiens, jusqu'en haut des Vosges. C'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière lors du trail de l'UTMB, où on a littéralement brossé les chaussures et les chaussettes des coureurs avec un petit groupe d'étudiants, et on a montré notamment qu'entre le départ d'une course qui était à Bar et l'arrivée au Mont Saint-Odile, on avait des graines d'espèces qui avaient été prélevées dans le vignoble, donc sur des milieux beaucoup plus héliophiles, beaucoup plus thermophiles, et qui allaient être déposées sur la face un petit peu plus humide et plus froide du Mont Saint-Odile, mais qui avec le réchauffement climatique, pouvait arriver à se redévelopper par la suite. Mais juste me permettre de t'interrompre, est-ce que tu peux expliquer héliophile et thermophile? Héliophile, des espèces qui aiment beaucoup le soleil, hélios, et qui aiment beaucoup la chaleur, la température, pour thermophile. Ok, merci. Je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus, mais ok. Donc pour reformuler tout ça, quand on parle de réensauvagement, réhabilitation, restauration, si je comprends bien, le but premier, c'est pas de réintroduire des espèces spécifiques qui ont disparu, mais vraiment de retrouver des écosystèmes qui sont assez complets. Alors comment on fait concrètement dans votre pratique au quotidien pour prendre en compte tous ces facteurs et pour ne pas se focaliser juste sur un élément, mais pour penser un peu plus globalement cette question de la restauration des milieux? Donc, pour ce qui est des réserves naturelles, en fait, il y a tout un réseau de réserves qui existe en France. Il y en a à peu près 365, je crois. Il y en a peut-être une qui s'est créée entre-temps. Donc c'est très important d'avoir un réseau d'aires protégées, d'avoir des aires de surface assez grandes. On l'a vu, c'est important pour un certain nombre d'espèces. Et puis d'avoir des milieux de qualité. Mais là, il manque encore une dimension très importante. C'est la connexion entre ces aires-là. Tu peux peut-être nous en parler du coup. Oui, du coup c'est un élément qu'on n'a pas encore abordé, mais effectivement toutes ces actions que l'on mène, ces écosystèmes que l'on va restaurer, ces espèces animales, végétales que l'on essaye de déplacer, tout cela fonctionne si on a une connectivité entre ces différents écosystèmes. Un écosystème, il est intégré dans son paysage. On doit avoir des connexions entre les écosystèmes adjacents. Et donc, le but, c'est aussi de maintenir un paysage naturel. Pour revenir sur la thématique de réensauvager, c'est aussi réensauvager la trame paysagère et peut-être risque de mettre un pavé dans la mare et d'aller sur une thématique qui est un petit peu sensible en ce moment, maintenir ou recréer des réseaux de haies, par exemple. C'est une méthode
qui permet de redonner de la connectivité dans le paysage, d'assurer le transfert de certaines espèces, certains micro-mammifères, certains insectes, par exemple, qui vont utiliser ces réseaux de haies pour se déplacer d'un endroit à un autre. On parle beaucoup de ces notions de trame écologique, donc les trames vertes pour... Trame verte, trame bleue, trame noire. Donc verte pour les espaces naturels de forêt, etc. Bleu pour les écosystèmes aquatiques, trame turquoise pour les zones humides, et trame noire qui est pas une trame concrète, mais qui est tout simplement une trame où on va laisser des espaces non éclairés la nuit pour permettre aux espèces nocturnes de pouvoir se déplacer et vivre leur vie aussi. Donc c'est cette idée de favoriser les déplacements, les échanges aussi génétiques entre les différentes populations, et de pouvoir aussi permettre ces migrations d'espèces entre les différents milieux. Alors je me permets juste la question en parenthèse, mais depuis les travaux qui ont été faits un peu partout en France sur la réintroduction de ces trames et le maillage de ces espaces écologiques, est-ce qu'on voit du coup une migration effective de certaines espèces ou une... L'exemple de Léa tout à l'heure avec le castor qui recolonise des milieux sans qu'on ait forcément ni même espéré qu'il arrive. Oui, ça on voit des choses. On a vu aussi des nouvelles espèces, enfin des renouvelles espèces revenir sur des milieux au niveau végétal. Malheureusement, on a dans ces trames de connectivité, on a des transferts d'espèces qui sont les cibles de nos objectifs de restauration, de réintroduction ou de conservation de la biodiversité. Et puis on a aussi d'autres espèces qui ne sont pas forcément les espèces voulues, et certaines peuvent parfois créer des dommages. Ça peut être le cas de certaines espèces invasives. On a notamment maintenant le raton laveur qui commence à bien se développer et qui crée un petit peu des problèmes sur la faune locale, par exemple. Donc c'est tout un équilibre à maintenir, mais dans la foulée de tout ça se pose quand même la question de quand est-ce qu'on considère qu'une opération de réhabilitation ou de réintroduction ou ce genre d'action qu'on fait concrètement sur l'environnement, comment est-ce qu'on évalue qu'elle a bien fonctionné et comment on fait pour travailler là-dessus? Alors on peut utiliser plein d'indicateurs différents. On va dire l'évaluation la plus globale, c'est on a fait une action pour atteindre un objectif. Est-ce que cet objectif est atteint? Ça, c'est facile à dire. Quand il s'agit de retrouver la fonctionnalité d'un écosystème, ça veut dire mesurer beaucoup de paramètres. On va utiliser des outils qu'on configure un petit peu comme des cibles. On a ici sur l'illustration ce qu'on appelle nous la roue du rétablissement, où on utilise plusieurs types de paramètres. Un petit peu les paramètres qui sont tous ceux qu'on a évoqués. Est-ce qu'on a une structure des espèces qui correspond à la cible que l'on voulait voir apparaître? Est-ce que l'habitat a une bonne qualité? On parlait tout à l'heure du côté ensoleillement, température ou autre. Est-ce qu'on a modifié ces conditions ou pas? Est-ce qu'on a modifié les conditions du sol, par exemple, pour le cas du sol de la raffinerie? On a des indicateurs aussi sur la présence ou l'absence d'espèces qui vont venir perturber ce milieu, comme le raton laveur qui peut venir manger nos tortues dont on parlait tout à l'heure. Et on a aussi des indicateurs sur la connectivité. Est-ce que l'écosystème communique, entre guillemets, réellement avec les écosystèmes autour? Ça veut dire, est-ce qu'on a des échanges d'individus entre ces différents écosystèmes? Et puis, on a aussi des indicateurs plus liés au monde socio-économique. Est-ce que l'intégration sociétale de cette restauration est réussie? Parce qu'on n'en a peut-être pas encore beaucoup parlé, mais toutes ces activités ne peuvent se faire que si elles sont acceptées au niveau de la population locale, et qu'on n'a pas d'entrave, et que tout le monde accepte aussi ce projet. Et dans ce cas-là, ça se passe aussi beaucoup mieux. Donc c'est aussi un des indicateurs qu'on va utiliser dans cette vision-là de la restauration, et qui est ces indicateurs qu'on utilise
dans le monde de la restauration écologique au niveau national et international en fait. Ok. Et Léa, chez vous, comment vous mesurez le succès d'une opération du coup de restauration? On a effectivement, comme le disait Elisabeth, tous les paramètres scientifiques, mais on a aussi ceux de la fréquentation des espaces. Et dans les missions du gestionnaire d'une réserve, c'est protéger, gérer, sensibiliser. Donc nous, on a aussi une grosse part de travail qui est faite sur tout ce qui est pédagogie, sensibilisation, accueil du public et expliquer ce qu'on fait et pourquoi. Et donc on accueille tout le public qui le veut et on encadre un très grand nombre de groupes sur la réserve. Plus de 6000 personnes sont guidées chaque année où justement on essaie d'expliquer pourquoi et comment et en se disant qu'on fait passer des messages et qu'on essaye aussi de leur montrer qu'ils peuvent aussi pratiquer des tout petits réensauvagements dans leur jardin, par exemple, en changeant leurs pratiques. En essayant de laisser un carré d'herbe non tondu. Enfin, voilà. Le travail essentiel qu'on fait, c'est autour de ça, de la pédagogie, de la transmission. Ok. Alors pour les réserves naturelles, j'imagine que l'acceptabilité, elle est plus facile à atteindre pour les gens, puisque c'est déjà des espaces naturels, ou alors je me fais peut-être des, Ouais. des idées reçues. Mais... Ouais, je dirais pas ça. Ce serait un peu simpliste. Alors déjà, il faut que le concept réserve naturelle soit accepté par le territoire. C'est pas forcément évident. Et après, expliquer et que les gens comprennent pourquoi on fait ce genre d'action et pourquoi on dépense, comme Isabelle le disait, de l'argent public, entre autres. Pas que, parce que nous, on fait aussi appel à de l'argent privé pour nous soutenir et à de nombreuses fondations et du mécénat. Pourquoi on fait ça? C'est pas toujours facile. On a une petite aide supplémentaire avec le changement climatique. Il fait de plus en plus chaud. Nous, on est en périurbain. Et le fait d'avoir une forêt juste à côté de chez soi, d'avoir des zones au bord de l'eau pour le bien-être où on peut se promener aussi. Enfin, on a plein d'aménités en fait que ces milieux-là, une fois qu'ils sont restaurés, recréés, apportent au public et qui commencent tout doucement à se réapproprier le site et à mieux comprendre en fait quels étaient nos objectifs. On est aussi dans une zone inondable, donc on a de plus en plus de précipitations fortes. Notre objectif est bien sûr de pouvoir faire jouer notre rôle d'éponge. Et ça aussi, par rapport aux crues sur les rivières et les ruisseaux, c'est hyper important. Et ça, tout doucement, les gens commencent à être plus familiers avec ces concepts-là parce qu'il y a un travail de fond qui est fait depuis une 40aine d'années pour expliquer pourquoi on le fait. Et toi, Isabelle, tu travailles sur des projets de renaturation ou de réhabilitation en milieu urbain aussi. Est-ce qu'il y a une différence d'acceptabilité par rapport à des lieux plus excentrés des villes? Alors, on va dire que je suis plutôt en milieu périurbain, le côté Reichstätt, où ce qu'on fait en milieu urbain, ça ne va pas être vraiment de la vraie restauration écologique. On va être sur de la réhabilitation. J'ai été, par exemple, amenée à travailler sur la recréation la création de systèmes de mares et de systèmes de plantation de roseaux pour traiter les eaux pluviales, ce qu'on appelle les rejets urbains en temps de pluie. Et là, le but, c'était recréer une zone avec un fonctionnement un petit peu naturel pour traiter ces eaux-là avant qu'elles soient rejetées dans un petit ruisseau. Alors, on est sur des zones qui sont plutôt bien acceptées par les gens autour, parce que c'est, comme le disait Léa, c'est remettre aussi un petit peu de verdure dans ce milieu urbain qui devient très, très, très chaud, et c'est un îlot de rafraîchissement aussi, ces zones-là. Par contre, la gestion de ces milieux-là fait que parfois, ils vont être interdits. Si on est sur des zones qui sont des mares, ça peut être dangereux. On peut avoir pour les enfants des problèmes de noyade, par exemple. Donc du coup, on a à la fois le côté acceptabilité, on va avoir un petit peu de verre autour de chez soi, c'est très bien, mais il faut aussi accepter que ça peut être des zones qui soient soustraites à la liberté de pouvoir aller se promener dessus. Donc on a parfois des problèmes un petit peu d'acceptation sur ce niveau-là. Ok. Pour mieux faire comprendre les enjeux du coup du réensauvagement, même si vous n'utilisez pas ce terme, dans les milieux qui sont occupés par des humains, c'est quoi les principaux arguments que vous mobiliseriez, vous, en tant que professionnel, du coup?
pour le réensauvagement en milieu vraiment urbain, je peux peut-être l'argument, c'est de dire que, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'être humain est un animal aussi, et on a besoin d'être connecté à la nature, et c'est aussi pour notre survie. C'est un argument peut-être un peu massu. Je sais pas s'il est... Oui, c'est un peu ce que nous on utilise aussi, hein, c'est le bien-être que ça procure. C'est important aujourd'hui, et cette connexion qui fait du bien aux personnes, quoi. Ok. Je vous propose qu'on passe à la partie très importante de ces rencontres Épique Époque et qu'on donne le micro cette fois-ci au public qui est dans la salle. Je suis sûre que vous avez plein de questions. Vous avez plein de questions dans la salle? Est-ce qu'on peut faire descendre un micro s'il en reste un en haut? Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous venez d'entendre? Oui, il y a une question par ici. Ici. En attendant que le micro arrive, mais est-ce que vous avez des exemples de réintroduction qui n'ont vraiment pas du tout marché sur certaines espèces? Je crois en Alsace, la loutre n'avait pas marché, mais tout simplement parce que les milieux n'étaient pas prêts, hein. Voilà. Je ne sais pas si tu as un exemple aussi, Isabelle. Il y a des réintroductions de vignes dans les forêts alluviales qui, à certains endroits, n'ont pas du tout marché et ont marché spontanément à d'autres. Très bien. Je passe la parole à notre première question. Bonsoir. Du coup, déjà, merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. J'espère que je ne vous pose pas une question que vous avez déjà répondu et je n'avais pas compris. Parce que vous parliez au niveau social que ça pouvait poser des problèmes, la réinsertion des espèces. Alors au niveau des animaux, j'arrive à comprendre en quoi, par exemple, genre réintroduire les loups dans certains espaces, ça peut poser des problèmes aux éleveurs, etc. Mais au niveau du coup des plantes, genre... j'ai du mal à comprendre en quoi ça pourrait poser des problèmes sociaux et que des locaux ils pourraient refuser la réintroduction de plantes. Alors, il peut y avoir un refus ou en tout cas un frein, pas spécialement par rapport à l'espèce elle-même, mais par rapport à tout ce que cela va engendrer. Très souvent, les premières phases de réintroduction, on va aussi protéger la zone dans laquelle on fait cette réintroduction. Donc on va empêcher les personnes de venir sur le milieu. Même si on ne réintroduit pas, quand on fait même de la restauration, parfois, une simple technique pour retrouver un milieu un petit peu plus naturel, c'est ce qu'on appelle la mise en défend. Ça veut dire tout simplement mettre une barrière pour empêcher les gens de venir. Il y a eu des cas un petit peu humoristiques, humoristiques entre guillemets, comme ça, où des personnes qui étaient habituées à aller pêcher à un endroit traversaient une zone de berge. On a voulu leur empêcher en mettant juste un monofil, donc un fil tendu sur un piquet. Tous les jours, les personnes coupaient le fil pour aller sur leur zone parce que ça fait des années qu'ils passaient par là et il n'y a pas de raison de les empêcher de passer par là. Après, ça peut être aussi une peur par rapport à une espèce. Je parlais de la cistude tout à l'heure. Sur la zone de réintroduction, on a un parcellaire qui est très, très complexe, avec des toutes petites parcelles, beaucoup de propriétaires. Le gestionnaire nous avait expliqué qu'il y avait une dame qui avait une petite parcelle de quelques mètres carrés sur la zone, qui ne voulait absolument pas qu'il y ait de cistude sur sa parcelle. Les peurs humaines, individuelles, parfois ne s'expliquent pas en fait. Il y a une autre question au milieu. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Justement, comme on ne cherche pas forcément à remettre les mêmes espèces, mais juste à avoir des espèces qui font la même chose, je me suis demandé si vous utilisiez la notion d'espèces invasives, ou est-ce que c'est pas on en parle souvent, oui, ça se développe trop, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou pas? En tant que gestionnaire d'espaces naturels, on utilise vraiment ce terme-là. Et on a même des fois des opérations de lutte contre ces espèces-là, tout simplement parce qu'elles introduisent un déséquilibre qui est trop important par rapport au milieu et qu'on essaye de maintenir ou d'accompagner une trajectoire et que ça empêche la trajectoire de se suivre. C'est-à-dire que le milieu
va complètement être colonisé par cette espèce au détriment d'autres espèces qu'on aimerait ou qu'on souhaiterait voir se développer. C'est très interventionniste, c'est certain. Mais le déséquilibre total, en fait, c'est pas ce qu'on recherche, quoi. Et on va employer ce terme d'espèces invasives à partir du moment où elles ont un impact sur la biodiversité ou sur les services rendus à l'espèce humaine. Donc on va employer ce terme d'invasive, pas pour des espèces envahissantes, mais vraiment pour des espèces exotiques envahissantes. Et même au niveau réglementaire, maintenant, on a le règlement européen des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne, qui, elles, sont réglementées. Il va être interdit de les détenir, de les transporter, de les commercialiser, par exemple. Donc oui, on utilise ces termes-là. Merci. Et j'ai une deuxième question, si je peux. Donc, vous avez parlé un petit peu du fait que des fois, il y a des zones où on va limiter la présence humaine, mais notamment plutôt pour des risques pour les humains. Mais est-ce que le réensauvagement ne nécessiterait pas qu'il y ait vraiment des zones qui soient genre no human zone? Alors, dans les réserves, souvent, cette question-là, c'est plus facile parce qu'on a un plan de circulation qui existe et donc des zones de quiétude totale, normalement, si les humains veulent bien les respecter, qui sont délimitées et un schéma de circulation. Et par exemple, la zone qu'on a vue en tout début de conférence qui a été restaurée sur l'île du Rhin, pour nous, c'était vraiment très important que ce soit une zone qui ne soit pas traversée par des sentiers et éventuellement qu'elle soit contournée, mais qu'il y ait un vrai cœur de nature dans cet espace-là où l'humain est très présent, où il n'y ait pas de présence humaine qui vienne déranger. La quiétude, c'est aussi un des facteurs très importants dans les milieux naturels. Une autre question ici. Oui, c'est un peu relié d'ailleurs. Ça ressemblait à la question des espèces invasives. Moi, j'ai grandi à côté de Colmar, dans un village qui s'appelle Ingersheim. Et il y a la Fecht qui coule, qui est un des affluents de l'île, qui est ensuite un affluent du Rhin. Voilà, j'ai grandi en jouant au bord de cette rivière où il y a toujours eu des renouées du Japon. Immenses, voilà. Hyper envahissantes en fait, en vrai. Mais ça fait tellement longtemps qu'elles sont là que dans mon esprit, quand j'étais enfant, elles avaient toujours été là. En plus, elles ont un côté plante préhistorique. On imagine le Rhin de la préhistoire avec les mammouths et tout, et il y a déjà des renouées du Japon, alors que pas du tout, quoi. Au bout de combien de temps on peut se dire, bon, maintenant le milieu ressemble à ça, est-ce qu'elles sont pas légitimement là, en fait et alors que je pense qu'elles prennent la place de quelque chose qui était là avant et qui n'a pas la place de pousser, parce qu'elles impactent sur le terrain, mais en même temps elles tiennent les berges aussi un peu. Enfin, elles ont tout un tas de rôles, j'imagine, qu'elles ont maintenant, parce qu'elles sont là depuis assez longtemps. Mais j'imagine aussi qu'elles sont passablement invasives. Et je ne sais pas si elles sont sur la liste des plantes à enlever, mais elles sont impossibles à virer. Enfin, voilà, mes parents, ils ont un jardin pas loin de la Fecht, elles sont remontées jusqu'à chez eux. Elles s'en foutent, ça ne les dérange pas. Et elles aussi, elles s'en fichent des barrières. Elles ont des points communs avec les humains. Ah, effectivement, vous mettez le point sur un aspect important, c'est que le déplacement des espèces, que ce soit pour les espèces qu'on désire y introduire ou ces espèces invasives, c'est quelque chose qui prend du temps, et leur effet sur l'environnement et sur les aménités qu'on désire voir se développer prend aussi du temps. Ce qui fait que ce temps-là, à l'échelle d'une vie humaine, il est très long. Et ces espèces qu'on dit invasives, elles sont apparues depuis très longtemps. Très longtemps à notre échelle. Moi aussi, quand j'étais petite, c'était pas les renouées, c'était les impatiences balsamines. Moi, j'aimais bien les faire pchit là, et puis ça explose. Après, quand j'ai appris que c'était une espèce invasive et que j'avais participé au développement, je l'avoue devant témoin, voilà, j'ai participé au déplacement d'espèces invasives. Mais on n'a pas conscience, en fait, dans notre vie de tous les jours, que ces espèces-là peuvent présenter des soucis pour la biodiversité à côté. Et voilà, comme vous dites, on découvre après qu'on a participé à cette dispersion, ou que ce qu'on pensait être quelque chose de bien, de joli, en fait, non, c'est pas la vraie nature. On a en plus un petit peu
ce côté en Alsace, on aime bien que tout soit carré, bien rangé. C'est pas forcément ça, le côté naturel non plus. Donc là, oui, ça peut, sur ces espèces invasives, ça prend à peu près, on a un temps de latence d'à peu près 70, 100 ans. Donc forcément, quand elles sont invasives, elles sont déjà, on les connaît déjà, on les a déjà vues. Donc c'est aussi un problème pour faire changer un petit peu les mentalités, les comportements par rapport à ces espèces-là. Et oui, là, dans la renouée, je crois que le combat est un petit peu perdu. Elle est parmi nous maintenant. Voilà. Alors, il y a une question là, juste parenthèse, mais à la petite Camargue alsacienne, vous avez quel genre d'espèces exotiques envahissantes On a de la renouée du Japon, contre laquelle on ne lutte pas, on n'a jamais lutté, hein, c'est pas la peine. En plus, on est situé, on n'est pas en tête de bassin, on est en plein milieu, donc ça n'a aucun sens. Mais on a quand même quelques actions sur le solidage du Canada, qui elles, peuvent vraiment être régulées, notamment par le pâturage, hein. C'est un très bon allié. Et puis un peu d'arrachage aussi, ça marche bien, hein. Et puis en ce moment, ce qui nous préoccupe un peu plus, c'est le Censon du Cap. Donc voilà, là c'est une nouvelle arrivée. Et celle-là, c'est celle que vous voyez le long des glissières d'autoroute, les longs de voies de chemin de fer. Tout ça, ça circule avec nous, hein, avec nos chaussettes. Moi, j'en ai trouvé sous ma corde à linge, donc je me suis dit, ah, loupé. Donc c'est vrai que c'est une de nos préoccupations. Après, on intervient à hauteur de nos moyens humains et possibles, hein. Nous, vraiment, sur la réserve, nos alliés, vraiment, c'est les vaches et les chevaux qui nous aident beaucoup sur ces problématiques-là. Il y a une question par ici. Du coup, j'avais une question, mais qui est plus autour de la réintroduction d'espèces. Parce qu'on entend quand même souvent que la réintroduction de certaines espèces n'a pas fonctionné. Ça entraîne d'ailleurs beaucoup de controverses. Là, en ce moment, il y a avec le grand tétra où on parle beaucoup. Et je voulais savoir comment on traite la question de l'échec de la réintroduction d'une espèce. À partir de quel moment on estime que c'est un échec, on n'arrivera pas à la réintroduire. Enfin, voilà. Est-ce que, je vais vous retourner la question, est-ce qu'il y a un échec total ou pas? Je veux dire, pour réintroduire cette espèce, on a aussi restauré, réhabilité, tout ce qu'on veut, un milieu. On a renaturé, pour employer un terme un peu plus générique et plus vulgarisateur, le milieu. Est-ce que cette renaturation-là, c'est pas aussi une victoire et que l'espèce qu'on voulait voir réintroduire, ok, ça n'a pas marché, mais on a quand même amélioré une situation de beaucoup d'autres espèces. Donc là, la question, c'est toujours par rapport à l'objectif qu'on avait au départ, il n'est pas atteint, mais on a eu d'autres objectifs atteints. Parfois, on a même des espèces protégées, d'autres espèces protégées qui sont apparues. Donc, comment est-ce on en revient à la question, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité? Et puis, on est aussi dans une thématique où on va beaucoup progresser avec ce qu'on appelle le retour d'expérience. Et parfois, le retour d'expérience de quelque chose qui n'a pas marché à un endroit, c'est effectivement déplorable pour cet endroit-là, mais ça peut aussi aider d'autres réintroductions et améliorer petit à petit la situation globale de l'espèce. Je crois que Léa avait un complément de réponse sur le grand tétra. Pas forcément sur le grand tétra, mais juste dire que souvent, en fait, dans les réintroductions d'espèces, les espèces qu'on utilise, c'est des espèces un peu emblématiques. Vous avez peut-être entendu le mot de espèce parapluie. C'est qu'en fait, sous le parapluie, il y a toute une guilde d'autres espèces qui vont bénéficier. C'est un peu ce que disait Isabelle, hein. Donc c'est pas l'échec, il est peut-être pour l'espèce parapluie, mais en dessous, on a emmené on a amélioré la qualité des milieux. Il y a beaucoup d'autres espèces qui ont profité des opérations qui ont été faites. Souvent aussi, on objecte tout le travail qui est fait sur les passes à poissons, pour le saumon sur le Rhin. Mais il y a plein d'autres espèces qui bénéficient de ce travail-là, quoi. Il y avait une question juste la rangée derrière. Oui. Oui, vous parliez de migration d'espèces végétales. Est-ce qu'il y a une limite de distance à ces migrations et est-ce qu'elles vont
on pourrait se dire avec le réchauffement climatique du sud vers le nord, mais est-ce que des fois, il y a des espèces plus nordistes ou éventuellement d'est et d'ouest qui sont pris est-ce qu'il y a un rayon qui est prédéterminé à ces migrations d'espèces végétales? Oui, non, je ne sais pas. Non, effectivement, c'est complexe. On peut se dire, bah, oui, on a un réchauffement, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un réchauffement. C'est aussi une modification des événements météorologiques extrêmes auxquels on assiste. Donc, cette migration assistée, certes, c'est dire d'avoir des espèces qui vont tolérer des conditions un petit peu plus chaudes, un petit peu plus sèches, mais on peut aussi avoir des années très humides. On l'a eu l'année passée sur notre plaine du Rhin, une année très humide avec des niveaux d'eau très hauts. Donc c'est pas aussi simple que dire un cercle. En fait, le but c'est surtout d'avoir une biodiversité la plus élevée possible, d'avoir une de mes thématiques de recherche, c'est aussi ce qui est stocké dans le sol en termes de graines, ce qu'on appelle des banques de graines, qui peuvent permettre à un milieu de se reconstituer après un événement perturbateur, d'avoir en réserve un petit peu tout un champ des possibles, mais encore faut-il que les espèces aient pu arriver sur le milieu. Donc on n'est pas dans du one-shot, en fait. C'est plutôt avoir une capacité à reconstituer un milieu après un événement plus chaud, plus froid, plus humide, plus sec. Il y avait une autre question juste devant. Du coup, je crois que ça poursuit un peu sur cette question-là, parce que tout à l'heure, vous employez le terme de vraie nature. Et je me demandais du coup, qu'est-ce qu'on qualifie de vraie nature? Genre, ça remonte aussi à la question qui était avant sur où est-ce qu'on remonte. Et sur les milieux où on les interdirait du coup aux humains, ça veut dire du coup qu'on considère que l'humain fait pas partie de la nature, alors que je ne connais pas du tout le cas des espaces concernés, mais peut-être c'était des espaces qui étaient déjà fréquentés par l'humain depuis longtemps, et ça veut dire que du coup on doit interdire ces accès, alors que l'être humain techniquement c'est aussi un animal qui visite cet espace. Alors, vraie nature, ouais, point d'interrogation. En fait, on va dire quel est à quoi ressemblait la nature, l'espace, avant que l'homme le modifie, c'est-à-dire il y a très très longtemps. Mais il y a très très longtemps, on n'a que des indices, on n'a pas une finesse de la composition des espèces. Donc oui, ça peut être un débat très très long. Pour revenir sur le côté empêcher l'homme d'aller sur des milieux, c'est pas de l'empêcher totalement, mais on s'est aperçu que les actions que l'on mène, qu'on mène en faveur de la biodiversité, de manière très large, soit la restauration, soit la conservation, vont être beaucoup plus efficaces si on n'a pas d'action très intense de l'homme sur ces milieux-là. Et d'ailleurs, quand on fait de la restauration écologique pour recréer un milieu parce qu'il a été détruit ou parce qu'il va être détruit, donc quand on fait de la réparation après une destruction de milieu, ou quand on fait de la compensation en prévision d'une perte d'un écosystème, on va demander à ce qu'il y ait une pérennité de ce milieu qu'on recrée, et de s'assurer que vraiment il va pouvoir durer dans le temps. Et pour les meilleures façons de s'assurer que ce milieu dure dans le temps, c'est un petit peu de le soustraire aux activités humaines. Et en ça, je vais peut-être vous choquer, mais les zones industrielles avec une entreprise type Céveso ou entreprise IPCE, donc qui va avoir des périmètres de sécurité, ça permet d'avoir juste à côté des zones qui sont un petit peu soustraits à ces activités humaines, à la construction ou autres, et qui permettent de se développer. C'était le cas sur la raffinerie de Reichstätt. Il y a eu aussi des études sur les terrains militaires. Les terrains militaires sont une source formidable de biodiversité parce qu'ils sont soustraits à l'activité humaine globale. Et donc, on a pu découvrir un petit criquet qu'on pensait éteint sur des terrains militaires.
Et il était très bien. Merci. Je pense qu'on a encore le temps pour peut-être une... que Léa peut Oui. agir sur le côté soustraction par les aires protégées aussi. Oui, je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux questions si quelqu'un veut encore se manifester. Oui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on soustrait une partie, mais l'autre partie est largement ouverte au public puisqu'on a besoin de passer le message et de faire comprendre. Donc il y a très peu de réserves naturelles sur lesquelles vous ne trouverez pas un sentier, un observatoire. Ça fait partie de nos missions justement d'expliquer, de montrer et de faire adhérer le public. C'est aussi comme ça que la réserve de la Petite Camargue, par exemple, a été étendue en 2006 et que sa surface a été multipliée par 7. C'est justement parce qu'on a réussi à emmener le public avec nous et c'est en partageant. Y a-t-il encore des questions dans l'Assemblée? C'est le moment. Très bien. Si il n'y a plus de questions, je vous propose de faire le point dessin de la fin de cette édition. Donc, comme vous avez pu le remarquer depuis une heure, Amina en haut dessine ce qui est en train de se passer. Est-ce que, Amina, tu veux venir avec nous pour nous dire qu'est-ce que tu as retenu ou, ou illustré de cette rencontre? J'arrive. Donc pour la première fois, je pense, depuis le début de ces rencontres, on essaye la projection en live d'une illustration digitale sur tablette. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment tu as construit ton dessin? Eh ben, du coup, déjà, c'était super, merci. J'ai essayé de travailler une image par intervenante. Et ensuite, en m'aidant de la trame, parce que ça va très vite et c'est très difficile de vraiment retenir tous les termes techniques que vous évoquez, j'essaie d'allier le dessin avec certains concepts intéressants ou ceux qui me paraissent les plus importants dans ce que vous avez dit. Très bien, merci. On peut voir la deuxième illustration ou... Ah oui, elle est là. Non, ça c'est la première. Je vais peut-être... je suis obligée de retourner... ça marche. On vous projettera la deuxième image du coup pendant qu'on termine. Merci beaucoup Amina. Je vous propose qu'on l'applaudisse parce que c'est pas un exercice facile. Merci. Bravo Amina. Alors pour finir cette rencontre, si vous vouliez en quelques mots nous dire qu'est-ce que vous voudriez que quelqu'un retienne de ces 1 heure qu'on a passées ensemble, ce serait quoi? Que tout le monde peut réensauvager autour de chez lui et que c'est hyper important, notamment pour les espaces naturels qui ont besoin d'être connectés avec d'autres espaces, pour les espèces. Merci. Et je rajouterais que c'est aussi bien quand on n'a pas besoin de réensauvager. Donc quand on ne détruit pas, c'est bien aussi. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cette rencontre. Donc nous sommes déjà à la fin de cette première édition de la saison 2025-2026 d'Epic Époque. Elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube du Jardin des Sciences. Merci encore à nos 2 intervenantes, à tous les organisateurs et organisatrices du Jardin des Sciences, à Amina qui a illustré et bien sûr à vous, public, sans quoi il y aurait... sans quoi il n'y aurait pas de rencontre. On remercie le musée zoologique de son organisation de cette soirée et on se donne rendez-vous pour la prochaine rencontre Epic Époque qui aura lieu le jeudi 6 novembre à 18h30 toujours. Et la question du moment sera: la violence participe-t-elle à l'organisation sociale de salles, de ambiances? Donc on espère vous y revoir et à très bientôt. Merci à toutes et à tous.
pas improvisé, mais en tout cas un peu sur le dernier moment. Mais c'était super en plus cette complémentarité, c'est génial. Ça avait beaucoup de sens, donc merci beaucoup. Et merci pour la vidéo. Ouais, mais je pense pas que c'est pas vous qu'on avait rencontré. Ouais, c'est possible. On avait vu l'espace d'expo là. Ça nous avait beaucoup inspiré pour. Ouais, bah, oui. C'était inspiré. Du contre-espionnage, c'est parce qu'en fait, ça nous avait beaucoup. Vous l'avez vu déjà Autant les fautes d'orthographe, on prend. Non, mais on posera la question quand même. Non, mais on peut